Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode très particulier puisque nous sommes en direct de la conférence LEHAC 2026 avec de nombreuses personnes autour de la table. Donc je vais les laisser se présenter une par une. Alors, je m'appelle Camille Gay, je suis ingénieur en cybersécurité chez un constructeur automobile japonais. Ça va faire à peu près 15 ans que je vis à Tokyo. J'ai développé en 2019-2020 une plateforme qui s'appelle Ramen, qui a été développée pour initier les gens à la cybersécurité automobile. Ça avait commencé avec des petits débuts et maintenant c'est utilisé dans pas mal de conférences, pas mal de CTF, y compris des grandes conférences comme DEFCON. Et donc j'ai la chance d'être là pour OHAC, pour initier les Français autant que possible à la cybersécurité automobile. Alors, je m'appelle Gaël Musquet, je suis hacker éthique, je travaille au campus cyber et je suis aussi ici pour travailler sur les enjeux de la cybersécurité automobile, faire quelques petites démos sur les sujets d'actualité en ce moment, sur ce fabuleux domaine dont on parle beaucoup mais sur lequel on pratique peu. Bonjour, Majin Bou, président de l'association LZV qui organise l'événement LEHAC. Au cœur du réacteur sur tout ce qui est organisation et mise en place d'une conférence comme celle qu'on a fait aujourd'hui. Et Flo est donc secrétaire pour l'association ALZV et ravi de vous avoir tous avec nous pour ces 2 jours de super conférences et plein d'autres animations tout aussi incroyables. Et Christophe Renard, contributeur No Limite Sécu et visiteur du hack. Très bien. Alors pour commencer, parlons un petit peu de l'association AZV et de cette édition de LEHAC. On avait déjà fait un épisode l'année dernière sur le sujet, mais qu'est-ce qui a changé entre 2025 et 2026 ? Et tu n'as pas le droit de commencer par IA. Ah, donc je terminerai par IA. Ce qui a changé, alors la température, maintenant on a des canicules encore plus chaudes. Alors c'est faux, parce que ce qui a changé, c'est que cette année, la clim fonctionne à peu près, contrairement à l'année dernière. Effectivement, ça s'est un peu mieux passé suivant les stands, ça dépendait. Mais effectivement, c'est toujours un challenge quand il fait 40 degrés de mettre en place une conférence comme ça. Ce qui a changé aussi globalement, on a eu pour la première fois un Hardware Village sur le hack qui a été pris d'assaut. On a eu énormément de monde et forcément sur des sujets hardware où on a des fers à souder, on a forcément une capacité d'accueil un peu plus limitée que dans une salle de conférence type amphithéâtre. Ça nous a permis quand même de passer pas mal de workshops différents sur des sujets liés au hardware, liés au hacking automobile. Un très bon ajout cette année. On n'a eu que des super retours sur ce nouveau village et effectivement, on espère pouvoir continuer à proposer toujours des animations assez différentes puisque finalement le hack, dans ce qui n'a pas changé, c'est l'ambiance, c'est les rencontres imprévues, c'est la bière qui reste toujours aussi bonne et c'est du coup aussi toutes ces nouvelles choses que les gens viennent découvrir sur le salon. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres en matière de visiteurs, nombre de tracks, de présentations ? Combien vous avez eu de papiers au CFP, par exemple, ce genre de choses ? On a eu, si je me souviens bien, à peu près 150 soumissions au CFP, au Call for Paper, ce qui fait aujourd'hui 3 tracks. On a eu 2 tracks de conférences, donc le Zine Village et le track principal, plus un certain nombre de démos, présentations, workshops aussi sur la partie Hardware Village, le lab. Ce qui fait à la fin environ 50 conférences, un peu plus. Avec une nouveauté, c'est que cette année, on a aussi proposé des conférences avec des durées diverses, variées, justement pour permettre aussi d'aborder de nouveaux sujets où on n'a pas forcément un sujet qui est suffisamment dense pour que ça soit 45 minutes vraiment intéressantes, mais ça vaut quand même plus que 5 minutes de rhum parce qu'on a envie de creuser un peu plus. Et donc, cette année, on a aussi testé un format à 20 minutes pour les conférences qui... il faudra faire un débrief avec les participants, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt plu. Et les conférences restent en anglais ? Ou en français, ça dépend. Très bien, on va peut-être passer la parole à des gens qui sont venus présenter au hack pour leur demander un petit peu ce qui les a motivés à venir présenter ici. On peut dire que c'est un peu la DEFCON française grâce à ce track anglais et au fait qu'il y ait des Américains, des gens de DEFCON US qui viennent ici.
Alors moi, c'est encore une année où je redouble. Ce qui a changé cette année, c'est que j'ai pas ramené la voiture, donc j'ai pas ramené le Red Pearl pour la partie Carac Village. J'ai voulu continuer quand même à soutenir le hack avec ses animations, avec la présentation d'un projet que Camille présentera bien mieux que moi, puisqu'il en est à l'origine, le projet Ramen. L'idée, c'est vraiment de montrer comment on peut abaisser le niveau d'accès à la cybersécurité automobile, la rendre accessible déjà d'un point de vue économique, voir comment déjà avec 0 € on peut commencer à adresser ces problématiques de cybersécurité automobile, et de l'autre, avec du matériel électronique, avec un peu d'huile de coude à la mano, un peu de minutie, de patience, comment on arrive à souder ces cartes. Donc là, ça a été un vrai plaisir avec Camille. Déjà pour moi, pour ne pas être tout seul. Parce que, souvenez-vous, j'étais tout seul sous les barnums avec la voiture, derrière des barrières de sécurité. C'est toujours frustrant parce qu'en fait, je suis tout seul, j'explique, je raconte des belles histoires, mais en vrai, les gens ne sont pas impliqués dans ce que je fais. Là, avec Camille, on a l'occasion, dans une salle, assis au frais, ça change aussi pas mal de choses, de pouvoir présenter un peu les contours de la cybersécurité automobile et de rentrer dans le dur avec Ramen. Pas mal d'écoles qui sont venues nous voir pour pouvoir permettre à leurs étudiants d'utiliser cette plateforme. Pas mal aussi d'entreprises aussi qui souhaiteraient, elles, à leur tour, soit fabriquer donc pour leurs salariés ou former, ou même, et ça je l'ai vu Camille, pour faire passer des entretiens sur le recrutement. On voit un peu, avant de toucher une voiture qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, des calculateurs qui valent parfois cher, mais voir sur une carte comme ça où on est à peine une centaine, 150, 170 € max, quand on fabrique en petite série, comment on peut déjà adresser des problèmes assez complexes et aussi participer à des CTF matériels qui tranchent un peu, qui changent un peu de ce qu'on peut voir sur du CTF purement logiciel, où on a pas mal d'usage de l'IA. Alors, je ne remets pas ça en cause, mais c'est intéressant de les voir toucher le matériel, parce que là, je peux vous dire que mes étudiants, quand ils ont fabriqué les cartes, ils n'avaient pas la possibilité d'utiliser Claude, ChatGPT ou Gemini pour pouvoir souder. Donc là, c'était un peu le petit tour que je voulais faire. Un hack sans galère, c'est pas le hack pour moi. Toujours des petits sujets, mais c'est un bonheur encore une fois cette année d'être ici et puis d'imaginer comment on pourra faire sur les prochains événements, les prochaines itérations en fait du hack. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le hack, c'est un mélange de conférences, mais aussi d'ateliers, donc à workshop, et de stands aussi bien associatifs que d'entreprises. Voilà, donc il y a toute cette foule qui se mélange et qui vit sa vie, chacun vit son expérience. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler du coup un petit peu de cette plateforme automobile ? Alors oui, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que Gaël vient de dire. Il a fait un travail extraordinaire, je pense, jusqu'à maintenant, pour sensibiliser autant de personnes possibles avec les moyens qu'il avait. Et c'est assez difficile de faire de la sensibilisation en cybersécurité automobile parce que ça demande quand même pas mal de moyens. Ça demande d'avoir une voiture. Ça demande de prendre des risques avec une voiture, ce qui n'est pas donné à tout le monde, pour pas mal de raisons. Je sais que Gaël d'ailleurs pourra en parler parce que je sais qu'il a eu pas mal de problèmes en briquant ses calculateurs. Il a dû appeler des garagistes ou des constructeurs pour qu'ils viennent le dépanner et réparer sa voiture. C'est pas quelque chose de facile. C'est un problème que j'avais moi-même quand je faisais, pas personnellement parce que je faisais pas mal de pentesting, donc c'était pas mon argent, c'était moins un problème. Mais c'est quand même un problème que j'avais remarqué, que c'est dur de faire de la sécurité automobile. Ça demande des moyens, ça demande de l'investissement. Et c'est pour ça donc, que j'ai fait la plateforme Ramen. Donc j'ai eu la chance de la présenter ci et là. J'ai eu la chance de faire beaucoup de conférences dans le monde, mais étrangement pas en France. J'ai jamais eu l'occasion, je me suis dit tiens, c'est dommage, je suis sûr qu'il y a du besoin en France. Et on a eu de la chance d'avoir un ami commun, Gaël et moi, qui nous a dit, il a pensé à nous connecter en disant tiens, Gaël fait ce genre d'activité, j'ai la plateforme qui pourrait l'aider. Et c'est comme ça donc que ça a commencé aujourd'hui, enfin hier plutôt. Mais du coup, tu peux préciser un peu ce que c'est que Ramen ? Enfin, est-ce que c'est une plateforme open source ? Est-ce qu'on peut commander des PCB sur Internet ? Est-ce qu'il y a une V1, une V2 ? Enfin, c'est quoi comme projet ? Ça ressemble à quoi ? Est-ce que ça marche avec tout type de voiture ? Est-ce que c'est un truc purement académique et que en fait ça reprend des vieilles failles ? Enfin, j'en sais rien. Mais... Alors c'est assez dur à dire sans montrer d'image. Parce que c'est un projet que souvent les gens en entendent parler, après ils disent, ils se rendent pas compte, enfin ils comprennent pas ce que c'est jusqu'à qu'ils voient la plateforme, qu'ils disent ah d'accord. Mais alors je vais essayer de faire mon mieux. Alors dans les voitures il y a beaucoup de calculateurs et souvent ces calculateurs ils sont connectés avec
un protocole de communication. Le plus souvent, ce que vous trouverez, c'est CAN. Et donc les voitures, ça peut être des systèmes très compliqués avec beaucoup de calculateurs, beaucoup de protocoles de communication. Et la plateforme Ramen, tout ce qu'elle fait, c'est simuler un petit réseau de 4 calculateurs connectés à un même bus CAN et donner accès aux outils pour que n'importe qui puisse facilement se connecter avec un port USB. Après, c'est possible, il y a tout un écosystème derrière, donc vous pouvez connecter de quoi piloter une voiture. En gros, il y a un petit volant, il y a un petit frein, un petit accélérateur. Ça permet de conduire une voiture dans un simulateur en 3D. Tout ça en reproduisant le même genre de trafic réseau que vous verriez dans une vraie voiture si vous vous connectiez dessus, sans prendre le risque de causer un accident ou de la casser. Et donc c'est entièrement open source, le hardware est open source, le firmware est open source, même les outils qui ont été utilisés pour faire le hardware, par exemple KiCad est open source, donc c'est vraiment 100% open source. C'est disponible sans limitation, c'est des licences permissives, donc n'importe qui peut en fabriquer et même la vendre sans limitation. Et donc c'est à faire soi-même jusqu'à présent. Alors il y a des gens qui en vendent, il n'y a pas de problème, ça s'achète. Ça reste assez cher quand on achète une seule, ça reste dans les $300, ce qui n'est pas donné pour tout le monde. Mais le but, c'est plutôt de laisser les gens télécharger donc les fichiers Gerber, les envoyer à une usine, récupérer les PC soi-même et les souder soi-même. Et ça revient moins cher. Je pense que Gaël a fait ses propres cartes d'ailleurs. Alors pour 20 unités, ça m'a coûté 168 € par carte. Donc c'est mes étudiants qui ont tout soudé. Donc je les ai fait bosser un peu, qui payent ma retraite. Pas que. Mais l'idée, c'est vraiment un projet do it yourself de qualité où on reproduit la plupart des vulnérabilités, ou en tout cas du mode de fonctionnement que l'on peut avoir et qui peut servir de super bonne base pour les CTF sans avoir à briquer ma voiture. Moi, j'ai une question justement sur les accidents. Avec tous ces gens qui soudent, entre la soudure au plomb, le flux de soudure, etc., est-ce qu'il y a eu plus de gens qui se sont blessés avec des fers à souder ou des roulettes à pizza cette année ? On n'a pas les statistiques sur les roulettes à pizza. Sur les fers à souder, on a une brûlure d'un membre du staff en plus. Mais on a réussi à faire souder plusieurs centaines de personnes sur le Hardware Village, plusieurs dizaines d'enfants sur le Hack Kids, sans que personne se brûle. Alors qu'il y en a qui se sont coupés avec des roulettes à pizza encore. Bon, Christophe, toi qui as assisté à beaucoup plus de conférences que la moyenne des gens ici, puisque moi je tenais un stand, quel est ton retour sur le hack ? Alors, d'abord, pour moi, le hack, avant les conférences, c'est un des événements de la cybersécurité en France où on permet de mettre le pied à l'étrier. Si on parachute quelqu'un au milieu du stick et qu'on lui montre une conférence sur les analyses stochastiques de malware en masse, il y a d'assez bonnes chances qu'il sorte du milieu de la cybersécurité avant d'avoir commencé. Or, si on vient au hack, avec n'importe quelle expérience, n'importe quel niveau, on va trouver des workshops, on va trouver des présentations qui sont accessibles sans être déjà un expert. Et ça, je trouve que c'est très très appréciable, que ce soit d'ailleurs sur des choses comme le lockpicking, où il y a traditionnellement des ateliers. Aujourd'hui, il y a la partie électronique qui est nouvelle. Ça a été évoqué aussi, le Hack Kid, où est-ce qu'on a, dans un autre événement de cybersécurité, une partie dédiée aux enfants et qui permettent d'expérimenter les choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup au hack, outre le fait qu'on n'ait plus besoin d'aller au bout d'une ligne de RER pour accéder à l'événement. Et ensuite, il y a les conférences donc, de durée variable, aussi maintenant en français et en anglais. Ça, c'était une évolution progressive. Et avec des tracks différents, puisqu'il y avait... j'en ai vu que 2, mais il y en a peut-être d'autres. Mais il y avait un track cybersécurité et puis une partie OSINT. Et dans les conférences cybersécurité, on trouve des thématiques qui sont assez classiques avec des intervenants intéressants, mais finalement, c'est des campagnes, des expériences d'intrusion, des incidents. On y apprend qu'il vaut mieux pas laisser son ordinateur portable tout seul dans une chambre d'hôtel quand on va à une conférence en Chine. On y apprend que les scénarios de pig butchering peuvent être très sophistiqués et arrivent à extirper des millions à des gens. C'est intéressant, c'est bien illustré finalement, mais c'est assez classique dans le scénario. Moi, peut-être parce que je suis plus du milieu cyber, j'étais aussi dans les conférences OSINT où j'ai trouvé une ou deux conférences très intéressantes. Alors, il y a des conférences dont on ne peut pas donner les détails parce que c'était du TLP Amber ou équivalent, mais j'ai trouvé très très intéressante la présentation de Nicolas Canel sur comment certains espions de certains pays ne sont pas forcément
très très discret et pas très très secret comme agent. J'ai aussi beaucoup apprécié la conférence de Kevin Limonier sur comment des relais, comment des diffuseurs de médias, des médias d'État russes survivent dans l'espace européen après qu'ils aient fait l'objet de mesures coercitives, avec des expériences de terrain, des choses comme ça. Et c'est un mélange vraiment des présentations techniques, des choses géopo, des choses basées sur de l'OSINT. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis il y a les rumps qui permettent justement aussi sur 5 minutes de voir des choses très variées, des gens qui en 2026 lancent leur propre distro Linux, des gens qui relatent des hacks assez techniques, des expériences très variées. Donc je pense que ce qui est caractéristique du hack, c'est justement qu'il n'y ait pas une seule thématique, que ce soit extrêmement varié et que chacun puisse y trouver quelque chose qui lui convienne. Apparemment, on peut gagner des bitcoins, mais on peut aussi se faire scammer de 1000 balles en direct, si j'ai bien compris. Alors, brièvement, très brièvement, mais effectivement, on a eu une assez jolie démonstration qu'il ne faut pas scanner n'importe quel QR code. Et a priori, d'après les présentateurs, 120 personnes dans la salle ont scanné des bitcoins pour une opération financière qui, de toute évidence, allait être totalement illégale, extrêmement dangereuse et leur permettre de perdre au minimum 1000 €. Alors évidemment, comme on est au hack, il y aura toujours des facétieux qui auront scanné, regardé et peut-être même piraté le serveur, on ne sait jamais. Mais dans le lot, combien d'entre nous seront fait prendre, je ne sais pas. On peut dire aussi que cette année encore, il y avait des réseaux Wi-Fi reprenant des grandes marques qui se promenaient à l'intérieur de l'établissement et que ça reste une course de hackers. Moi, j'ai connu les grandes DEFCON où il y avait le Wall of Shame, où tous les gens qui faisaient du POP3 et du HTTP sans SSL étaient affichés en direct. Et ben, cet esprit n'est pas mort, il faut le signaler. Est-ce qu'il y a de l'équipement électronique de l'organisation qui ne marche plus en fin de conférence ? On n'est pas totalement en fin de conférence, mais pour l'instant, l'équipement fonctionne. Et le seul dysfonctionnement qu'on a eu à subir aujourd'hui n'est pas dû à l'esprit facétieux de nos visiteurs et on les remercie de ne pas nous avoir perturbé la conférence. Mais j'attends de voir la suite. Oui, donc tu veux parler du problème de processeur de paiement qui a eu un outage global en plein milieu, au pic des ventes de bière. Effectivement, on se retrouvait à plus pouvoir encaisser des bières sur une conférence de hacking avec un peu plus de 3000 personnes. C'est un petit problème. No more free beers. On a noté l'affichage qui indiquait d'ailleurs qu'on pouvait payer en bitcoin, mais uniquement en valeur entière. Oui, qu'on ne rendait pas la monnaie. Est-ce qu'il y a une des autres activités de l'EHAC que vous voudriez mettre en avant? Je pense par exemple aux nombreux CTF qu'il y a eu. Donc il y a eu le CTF de Trace Labs, il y en a un autre ce soir. Alors, c'est peut-être le moment où on parle d'IA aussi, puisque les CTF à l'heure de l'IA, tout ça. Mais... Alors effectivement, on a toujours une partie challenge. Cette année, on a commencé le Bug Bounty dès le vendredi, qui a sûrement, probablement, été un peu dopé par l'IA parce qu'on n'a jamais eu autant de remontées de bugs. On a eu plus de 100 bugs dès le premier jour. Et donc on a vu aussi que nos bug hunters savaient utiliser l'IA. On a eu un challenge aussi OSINT, comme l'année dernière, organisé par TraceLab. Donc il va permettre sur des cas d'enquête réels de retrouver des indices avec tout un système de scoring justement pour les compétiteurs et de l'eau à la fin. Et le dernier challenge, celui qui n'a pas encore eu lieu au moment où on enregistre, qui est le Wargame qui sera lancé dans quelques minutes, sur lequel on va vouloir garder la meilleure expérience possible pour les humains, tout en sachant effectivement que l'IA est un sujet sur ces challenges-là. L'idée, c'est que tout le monde passe un bon moment. On n'a pas tout le monde qui est là non plus pour être compétitif. Mais d'un autre côté, on est obligé d'essayer quelques contre-mesures pour éviter que ça soit juste un concours de brûlage de tokens. Je dirais que là-dessus, il y a vraiment deux sujets. Typiquement, si on parle de TraceIP ce soir, derrière, c'est des vrais cas, en fait. Et donc, allez-y, utilisez l'IA pleine balle, j'ai envie de dire. Si derrière, on arrive vraiment à avoir des informations qui sont utiles aux forces de l'ordre, faut y aller. Et on ne va pas s'interdire d'utiliser l'IA parce que ça pourrait fausser un challenge. Mais quand le challenge est là avant tout pour s'amuser, clairement, nous, on a des réflexions sur comment est-ce qu'on organise ces CTF pour que l'expérience reste la meilleure pour tout le monde. Et puis aussi, pour que tout le monde apprenne,
CTF, c'est souvent un moment pour apprendre. Énormément de personnes sont arrivées à l'époque à la nuit du hack sans savoir forcément faire un CTF et on a toujours fait attention à ce qu'il y ait des épreuves plus faciles que d'autres pour qu'ils ne perdent pas leur temps. Et le côté aussi IA, c'est d'éviter que quelqu'un juste lance une IA qui lui apprend rien et ne monte pas en niveau pour faire un peu plus d'épreuves année après année. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est intéressant au regard des conférences que j'ai vues, j'ai pas tout vu, c'est que l'IA est omniprésente. En revanche, elle n'est pas écrasante. C'est-à-dire que dans quasiment tous les sujets, elle a été utilisée par les gens qui relatent les travaux qu'ils ont faits, mais aucun n'a pu dire j'ai lancé, je sais pas, Claude, n'importe, et tout le boulot était fait pour moi. À chaque fois, c'était j'ai une expertise, j'utilise des outils, j'ai des scripts en Python, des machins, etc. Et parmi mes outils, j'ai maintenant un moteur de LLM, voire j'en ai plusieurs parce que claquer des tokens, ça revient très cher. Et j'ai l'impression, on verra si ça perdure, mais à ce stade, quasiment tout le monde utilise ce genre de choses. Mais en revanche, c'est plutôt un amplificateur d'expertise qu'un remplacement. Il y avait quand même aussi beaucoup de slides générés par IA. Mais... Alors ça, par contre, oui. Mais y avait-il de l'expertise de slides avant pour les hackers ? Peut-être qu'on pourrait même envisager des traductions anglais-français ou français-anglais par l'IA, puisque la technologie est mature aujourd'hui. C'est peut-être un sujet pour l'année prochaine, effectivement. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on réfléchit, du fait qu'on a des personnes qui sont totalement anglophones, qui viennent d'autres pays d'Europe ou même de plus loin, qui ne sont pas en capacité de comprendre une conférence en français, même si elle peut être très intéressante. Et donc effectivement, simplifier la compréhension des conférences avec de l'IA, ça peut être un sujet. On était un peu juste cette année pour faire la traduction en live. Très bien. Alors, on va passer au mot de la fin, mais comme vous êtes nombreux, il va y avoir beaucoup de mots de la fin. Le mien, ça va être quel a été le meilleur goodie à votre avis ? Je pense que sans contestation, c'était le stand qui distribuait de quoi protéger de la canicule. Et donc, c'était l'éventail Synactive. Pour moi, le mot de la fin, ce serait que cette année, je crois qu'on a eu plus de consommation d'eau que de bière. Et donc, soit la population s'assagit, vieillit ou rajeunit, mais l'année prochaine, revenez en force pour boire de la bière fraîche. Moi, mon mot de la fin, c'était juste pour dire que la moitié de la consommation d'eau, c'était probablement moi. Je tiens à dire que normalement, il fait très chaud au Japon et plutôt frais à Paris. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour partir l'été pour échapper à la canicule au Japon. Manque de peau, il fait 20 degrés au Japon, 20 degrés à Tokyo, il fait 40 degrés à Paris. Et moi, mon mot de la fin, ça sera rendez-vous aux prochains événements cyber, évidemment, au HAC. Je travaille sur un bateau en ce moment et évidemment sur toujours la partie automobile. Et donc l'année prochaine sera un vrai plaisir de pouvoir montrer comment sur Ramen, on peut aussi travailler sur plusieurs domaines. Parce qu'on a parlé d'automobile, de cybersécurité automobile, mais l'avantage avec Ramen, c'est qu'on peut aussi simuler le trafic CAN, donc sur des camions, sur des bateaux, sur des bornes de recharge à démo. Donc là, ça donne de belles perspectives, à la fois évidemment pour la formation, mais aussi des challenges où l'IA sera un peu moins utile parce qu'il va falloir y aller quand même un peu à la mano. Donc voilà, c'est vraiment le mot de la fin. C'est cette nouvelle plateforme-là, elle m'ouvre vraiment de nouvelles perspectives en termes de transmission et d'inspiration aussi. Il y a pas mal de gens qui sont ressortis de la conf de Camille avec beaucoup d'idées. Donc voilà, ce sera un bonheur l'année prochaine de pouvoir voir ce qu'ils ont fait de cette plateforme. Donc du coup, on a bien compris qu'il y aurait une tractopelle en démo l'année prochaine au HAC. Écoute, j'ai eu une demande. On a eu une demande. Tractopelle et avion. On va avoir des problèmes avec la Cité des Sciences. Alors mon mot de la fin, je vais peut-être en faire deux. Le premier, c'est qu'on a déjà essayé de faire venir un hélicoptère pour le hacker au HAC. On a eu un refus du centre de conférence qui n'était pas assez joueur là-dessus. Deuxième mot de la fin, c'est venez nombreux à le HAC 2027 et si vous ne pouvez pas attendre le HAC 2027, on a aussi Barbac à Toulon à la fin du mois d'août. Mais alors du coup, les goodies, personne n'a répondu à ma question.
Moi, il y a un goodies qui m'a beaucoup plu et qui, pour moi, représentait aussi beaucoup l'esprit de l'EHAC. C'est en fait tous ces goodies qui ne sont pas juste des goodies, mais qui sont en fait, viens apprendre et découvrir des choses. Et donc, il y a tous les ateliers qu'il était possible de faire au niveau du lab hardware. Il y avait aussi le spécial badge qui avait été proposé par Tix le Geek, le Cool Kid Badge, avec plein de petites châles dedans. Il s'était vraiment embêté à le faire tout seul à la mano pour pouvoir proposer ça à 500 personnes sur le hack. Et je trouve que ça représente vachement l'esprit du salon, avec tous les CTF proposés par les sponsors, et on les remercie, avec tous les partages qu'il y a eu entre les participants, et on les remercie parce que c'est aussi ça qui fait l'esprit de l'association. Et donc voilà, pour moi, ce goodies-là représente le mieux tout ce que vous faites pour le hack. Et merci à tous. On va remercier Tix le Geek qui a par ailleurs son propre podcast de cybersécurité en français. Donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir. Merci à tous pour votre participation. Je sais que vous êtes venus parce que cette pièce est climatisée. On est dans la loge des artistes actuellement. Mais on vous remercie quand même pour toutes ces insights de la part de la team d'organisation et de la part des speakers. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.